Merci beaucoup Sylvie, merci aux organisateurs. Alors, on travaille dans l'équipe, mais je me présente, je suis quand même généticienne clinicienne, je remets les choses à leur place. Donc, je vais aller vite parce que ça a été déjà dit ce matin. Donc, le trouble du développement intellectuel, ça fait partie des troubles du neurodéveloppement, avec, vous voyez ici, ces 7 troubles, mais où on retrouve également des pathologies qu'on va associer, l'épilepsie, les troubles du sommeil, les maladies psychiatriques. Et ça représente, on l'a dit, 2 à 3% de la population en âge scolaire, 1% pour la population adulte, et avec ce ratio, on l'a déjà dit, de 3 hommes pour 2 femmes. Avec pour le diagnostic, ce fameux déficit des fonctions intellectuelles avec l'utilisation des échelles qui vont évaluer ces fonctions intellectuelles, évidemment les capacités d'adaptation significativement limitées dans la vie quotidienne, et puis cette apparition dans l'enfance. Ces troubles du développement intellectuel, ils peuvent être non syndromiques, mais également associés à justement une dysmorphie particulière, des anomalies congénitales, cardiologiques, au niveau squelettique, rénal et autres, et les fameuses, alors les anomalies métaboliques et les comorbidités. Alors vous voyez, on en a parlé, l'épilepsie, également les troubles du spectre de l'autisme en premier lieu. Alors au niveau du développement cérébral, vous avez cette succession de processus avec ici les trajectoires d'expression génique, et vous voyez que la période anténatale est vraiment une période qui est très dynamique au niveau de cette expression génique, au niveau des transcrits. Et ce développement cérébral, il faut savoir qu'il débute évidemment avec l'embryogénèse, mais il va continuer tout au long de la vie jusqu'à l'âge adulte, et que c'est une succession, voire plusieurs processus en même temps, avec la neurulation, la migration neuronale, la neurogénèse, la synaptogénèse ou la myélinisation par exemple. Et sur le plan génétique, on va pouvoir retrouver, on l'a dit également ce matin, soit des anomalies chromosomiques, avec des anomalies aussi du nombre de copies, les pathologies monogéniques, et les pathologies polygéniques, mais également des facteurs environnementaux qui peuvent interférer en prénatal avec les infections, évidemment tout ce qui est intoxication maternelle comme prise d'alcool, les accidents vasculaires et puis par exemple des asphyxies néonatales par exemple. Et on l'a déjà dit également ce matin, il peut y avoir selon les grands types, TSA, épilepsie, déficience intellectuelle, un chevauchement et selon les syndromes, avec en fonction de où intervient l'anomalie génétique, au niveau de la neurogénèse, au niveau de la synaptogénèse, et vraiment ce chevauchement qu'on retrouve dans les troubles du neurodéveloppement de façon générale. Alors quand on prend la transcription, donc vous savez, l'ADN est dans le noyau et elle va subir une transcription pour aller faire un ARN pré-messager qui, pour devenir un ARN mature, va subir plusieurs étapes, que ce soit la mise d'une cape en 5', polyadénisation en 5' et l'épissage. Et il peut y avoir des anomalies qui vont faire que lorsqu'il va y avoir la traduction au niveau du cytoplasme, il peut y avoir également une dégradation des ARN qui sont anormaux. Qu'est-ce qui peut faire qu'il y a des anomalies transcriptomiques ? Il peut y avoir des anomalies qu'on appelle en cis, donc des mutations, des variations pathogènes que l'on peut trouver dans les enhancers, promoteurs, les exons, mais on sait aussi au niveau intronique profond, mais également des anomalies qui peuvent arriver en trans dans des acteurs de l'épissage, comme des activateurs, des répresseurs, ou également dans des facteurs de transcription. Alors, on l'a également dit, on est parti de technologies où on mettait beaucoup plus de temps à découvrir des nouveaux gènes ou des nouveaux mécanismes, avec maintenant ce séquençage à haut débit, avec, alors là je pense que j'étais très gentille, un rendement diagnostique de 50%, je pense que j'étais très très gentille, et ce qui a permis de
poser plus de diagnostics, mais également, on l'a dit, d'avoir beaucoup plus de variants de signification incertaine et où on a besoin d'une aide pour pouvoir poser un diagnostic ou trancher sur le fait que le variant ou pas est impliqué dans la pathologie de la personne. Et donc maintenant, on s'aide de plus en plus de ce qu'on appelle les pathologies omiques, que ce soit donc la génomique, et on l'a vu avec le court fragment, mais également long fragment maintenant, l'épigénomique, la protéomique, la métabolomique, et là, ce qui va nous intéresser, c'est la transcriptomique, mais il faut quand même, pour pouvoir intégrer ces données, avoir une très bonne description clinique, et là, le clinicien est vraiment essentiel. Donc la succession avec l'exome, où on avait un taux approximatif entre 30 et 55%, le génome qui est arrivé qui a permis d'augmenter ce taux d'environ 5%, et maintenant avec le séquençage d'ARN, alors là il mettait une moyenne à 15%, mais quand on prend les différentes papiers, on va de 7,5 à 36% de diagnostics supplémentaires. Et là, c'est un travail que j'avais réalisé lors de ma mobilité à Dijon, où sur une cohorte de 30 patients avec une déficience intellectuelle syndromique, avec séquençage d'exome en trio négatif, on avait réalisé du génome qui avait permis de retrouver une cause dans à peu près 27% des cas et puis des variants candidats. Et le RNA-seq a pu confirmer l'implication de variants dans à peu près 9% des cas, confirmer des variants mais qui étaient déjà considérés comme probablement pathogènes dans 9% des cas, qui a pu exclure, parce que ça peut aussi aider à exclure le fait que le variant est impliqué dans la symptomatologie. Et là où il y a un souci, et je vais y revenir après, c'est que parfois ces transcrits ne sont pas dans les tissus que l'on va utiliser pour faire l'ARN. Et dernièrement, dans une revue faite par Kim Boycott, elle reparle de, actuellement on est plutôt dans une période séquentielle, on va faire le génome ou l'exome, et puis si on a des VUS ou si on n'a pas de diagnostic, on va aller vers le RNA-seq ou d'autres techniques omiques. Et donc dans le futur, quid de plutôt faire les analyses en parallèle et de pouvoir les intégrer avec plus ou moins l'aide de l'IA pour aider à l'interprétation. Alors pour la transcriptomique, alors je n'ai pas repris, j'aurais pu prendre la RT-PCR, qui est quand même un des tests que l'on peut utiliser de façon ciblée. Les autres deux grandes techniques, vous avez les puces avec, alors c'est les puces Affymetrix, qui peuvent vous donner des renseignements plutôt sur l'expression aberrante et peut aider sur l'analyse des voies biologiques. Et pour certaines puces qui sont les puces jonction, vous pouvez avoir des éléments quand même sur l'épissage. Et ce qui est maintenant quand même plus utilisé, c'est le RNA-seq court fragment, qui là va pouvoir vous donner des renseignements sur l'épissage aberrant, les outliers, s'il y a une expression monoallélique, des gènes de fusion, mais là ça va être plutôt utilisé en hématologie, oncologie, et également sur l'analyse des voies biologiques. Donc dans les troubles du développement intellectuel, on va pouvoir utiliser des tissus cliniquement accessibles. Le plus facile, c'est le sang. Il peut y avoir également la biopsie cutanée ou parfois, quand il peut y avoir des signes musculaires, l'utilisation d'une biopsie musculaire. Mais, je vous ai dit, ces transcrits ne s'expriment pas forcément dans tous les tissus. Et pour, ici, il y a un panel qui était le panel TND de 1462 gènes, on voit que déjà par rapport aux fibroblastes, par rapport au sang total, il y a une meilleure expression dans les fibroblastes que dans le sang. Et ici, quand on regarde la couverture des gènes, donc le sang est un petit peu moins bien couvert que la culture de lymphocytes, que les fibros et évidemment le cerveau. Donc, quid des cas où, justement, on n'a pas accès aux tissus parce que les transcrits ne s'expriment que dans le cerveau. Donc là, c'est des choses qui ont été discutées lors du dernier congrès européen à Berlin. Donc, il y a ce papier qui vient de sortir sur la transactivation génique. Donc, à partir d'une biopsie cutanée, de pouvoir justement activer via un système CRISPR le gène d'intérêt et de pouvoir ensuite faire les analyses de transcriptomique.
L'autre possibilité, qui a également été présentée à l'ESAG, qui vient de sortir, c'est la transdifférénciation cellulaire, je vais réussir. Donc toujours à partir d'une biopsie cutanée, on va faire la culture de fibroblastes et on va utiliser des facteurs proneuronaux ASCL1 et NeuroG2 qui va pouvoir induire les neurones et à partir desquels on va pouvoir faire les analyses de RNA-seq. Enfin, on en a également parlé tout à l'heure, les organoïdes cérébraux. Alors par rapport aux deux autres, on peut dire peut-être que c'est au niveau financier que ça peut être un petit peu plus compliqué à mettre en place. Donc je reprends le workflow à partir là de prélèvements sans fibroblastes, où on peut aussi discuter dans la culture de rajouter ou pas un inhibiteur du NMD, de faire à proprement parler le séquençage, la préparation de librairie, le séquençage, et puis après, évidemment, l'étape bioinformatique, avec soit la possibilité d'utiliser des pipelines qui sont proposés en accès libre comme Drop, soit d'avoir des pipelines maison, et puis après de pouvoir faire l'interprétation, sachant que pour l'épissage aberrant et l'expression aberrante, il faut un certain nombre de contrôles pour que votre puissance statistique soit bonne. Donc, ce qui est plutôt recommandé, alors il disait 30 à 50, généralement c'est plutôt plus de 50 pour pouvoir avoir des résultats plus fiables. Donc, qu'est-ce que peut mettre en évidence les anomalies de transcriptomique? Donc, on a vu, ça peut être l'épissage aberrant, parce que vous savez, on l'a vu, que votre pré-ARN, donc, soit peut faire via un épissage constitutif l'excision des introns et donc une protéine comme celle-ci, un ARN mature puis traduction en protéine, mais vous avez également les épissages alternatifs qui font que le protéome est beaucoup plus fourni que notre nombre de gènes avec donc les différentes possibilités. Un gène donne plusieurs protéines. Et il peut y avoir donc des épissages aberrants avec par exemple soit la création d'un exon, ça peut être un saut d'exon, une extension d'exon juste ici, un exon qui est tronqué ou une rétention d'un tronc. En exemple, donc, ces épissages, quand on étudie ces épissages aberrants, ils peuvent servir à quoi? Ils peuvent servir à confirmer, je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de VSI, donc ça peut être confirmer l'impact d'un VSI. Ici, un enfant de 2 ans et 7 mois, une grossesse tout à fait normale, accouchement à 40 semaines, il est né eutrophe et il va développer un retard psychomoteur avec une tenue assise donc là, dans les temps et une marche limite à 18 mois, mais surtout une instabilité à la marche qui va faire questionner le neuropédiatre. Faire une IRM cérébrale où vous voyez ici une atrophie cérébelleuse et vermienne, un bilan métabolique dans ces cas-là est extensif qui est tout à fait normal, et avec la génomique, la mise en évidence de 2 variants dans le gène Gmin5 qui est impliqué dans les troubles du neurodéveloppement avec ataxie et justement hypoplasie cérébelleuse, avec un variant hérité paternel qui est bien classé classe 4, mais un variant hérité maternel qui est un VSI. Et au niveau du RNA-seq, on a pu mettre en évidence, donc c'était du RNA-seq à partir de fibroblastes, on a pu mettre en évidence chez la mère, mais également chez le patient, qui avait un saut d'exon de l'exon 19, qui justement donne lieu à une protéine anormale et qui vient confirmer l'implication de ce variant. Ça peut être également l'absence de diagnostic. Alors soit vous avez un diagnostic clinique qui est certain. Ici, un jeune homme pour lequel le diagnostic était évoqué est un diagnostic de Cohen, je pense que c'est la pathologie du jour. Et seulement un variant avait été mis en évidence, donc un variant tronquant hérité maternel. Et en fait, c'est le RNA-seq qui a pu permettre de voir ici cette anomalie d'épissage et de mettre en évidence un variant intronique profond. Et donc, on a bien 2 variants qui confirment le syndrome de Cohen chez ce patient. Ou encore, l'absence de diagnostic, un exome négatif, et là, le génome n'avait pas mis en évidence via le pipeline la délétion, et via le RNA-seq, en fait, c'est une mise en évidence d'une anomalie d'épissage, avec ici, quand on retourne au niveau des BAM et d'IGV, il y a bien une diminution de la couverture, et en fait, c'était une délétion de 11 Kb qui n'était pas visualisée via le pipeline utilisé. Et donc, on retourne à la clinique et ça correspond bien à la clinique du patient.
Deuxième possibilité, je vous ai dit, c'est montrer une expression aberrante, c'est-à-dire que l'expression du gène va être en dehors d'une phase, d'une plage physiologique, avec ici, vous voyez, l'expression normale et ici cet outlier. Qu'est-ce qui peut causer cette expression aberrante? Ça peut être des variants rares codants et non codants dans des régions régulatrices ou une dégradation de l'ARN par un phénomène de non-mediated decay. Premier exemple, alors là je suis allée un petit peu à côté parce que c'est un patient qui n'a pas un TDI, mais on aurait pu croire initialement, donc c'est un patient de Mélanie Fradin qui a présenté un retard de la marche, puis une dégradation jusqu'à une perte de la marche, une neuropathie périphérique sensitivo-motrice diagnostiquée à l'âge de 4 ans, une atteinte ophtalmo avec une cataracte congénitale bilatérale et une surdité de perception bilatérale, et puis une atrophie optique progressive sans rétinopathie. Une scoliose également opérée, et puis au niveau du bilan, un bilan très extensif, donc cardiaque normal, une IRM cérébrale qui montre quand même une atrophie médulaire et puis un élargissement des espaces péricérébraux frontaux, une biopsie musculaire plutôt en faveur d'une neuropathie axonale, un bilan métabolique normal, et puis dans l'hypothèse quand même d'une maladie métabolique, il avait été fait des analyses sur la chaîne respiratoire, l'ADN mitochondrial, un karyotype sur fibroblastes, une ACPA normale, un panel neuropathie optique, atrophie optique, neuropathie périphérique qui était négatif et un exome non conclusif. Et là, c'est le génome qui répond qui commence à répondre à la question, avec une délétion sur le gène ATAT3A qui est suspecté parce qu'on voit bien sur le premier point de cassure, mais le deuxième qui est douteux, et un variant ici intronique. Et donc, sur le RNA-seq des fibroblastes, donc on voit ici donc, le variant avec sur cette analyse du sashimi plot une rétention d'un tronc que vous avez ici chez le patient. Et par contre, vous voyez qu'ici, on a une différence au niveau de la couverture, avec sur l'exon 13 une couverture d'environ 100x et l'intron 13 d'environ 50x, sachant que ATAT3A, en fait, c'est un gène qui est en 1P36 et qui a des gènes paralogues, un ATAT3B et C, et donc ce qui peut rendre très difficile l'interprétation. Et donc là, c'est justement l'analyse de l'expression aberrante qui montre bien qu'il y a une diminution de cette expression, et c'est ça qui a pu faire conclure aux biologistes que c'était le diagnostic. Autre exemple tiré de la littérature, avec un jeune garçon avec une apparition de signes en période néonatale, un nystagmus, une surdité, une anomalie de la substance blanche. Et en fait, c'est l'analyse encore en expression aberrante avec le gène UFM1 qui est vraiment un outlier, avec ce variant ici qui est au niveau du promoteur du gène. Enfin, l'expression monoallélique. Donc l'expression monoallélique, la définition qu'on en donne, qu'on retrouve dans la littérature, c'est quand un des deux allèles est principalement exprimé, tandis que le second est exprimé à un niveau très faible. Alors ce qu'on pourrait dire, si on reprend là plutôt avec la technologie, ça pourrait dire que c'est un variant qui est visualisé en tant qu'hétérozygote en génomique, mais homozygote ou quasiment homozygote quand on regarde en RNA sec. Quelles peuvent être les causes de cette expression monoallélique? Ça peut être une transcription allèle spécifique, l'empreinte génomique, l'inactivation de l'X par exemple, et également des mécanismes post-transcriptionnels. En exemple, là c'est un exemple, donc c'est Alice Goldenberg qui suit cet enfant qui présente une alopécie, un micropénis, une érythrodermie et des squamations. Et donc il suspectait qu'il y a un retard également psychomoteur et des troubles du spectre autistique. Donc il suspectait le diagnostic de alopécie déficience intellectuelle avec le gène LSS qui est impliqué dans ce syndrome. Et donc ça, c'est un travail initialement fait à Nantes où il avait bien été trouvé un variant hérité maternel dans l'exon 20 et avec pas de deuxième variant trouvé et avec l'étude des transcriptions sur fibroblastes, donc là par Thomas Bénard, un déséquilibre de l'expression de l'allèle paternel. Donc on a poursuivi en réalisant un génome où
on n'a pas mis en évidence, en tout cas, de choses, c'est un short read, au niveau paternel. Par contre, au RNA-seq, on voit bien que ici, les variants communs paternels qui sont à 50%, là, ont vraiment une déviation avec une expression monoallélique. Et sur le short read, on voyait bien qu'il y avait une anomalie de splice ici, d'épissage, mais on n'arrivait pas à voir, vous voyez, c'est vraiment mauvais au niveau de la couverture. Et en fait, c'est le long read qui a pu répondre à la question avec une délétion qui emporte en fait le promoteur de LSS chez l'enfant et chez le père. Donc au total, alors je n'ai pas parlé des gènes de fusion encore une fois parce qu'on est plus là dans des pathologies hémato ou onco, un petit peu moins du neurodéveloppement. Donc on peut mettre en évidence en fonction des différents types de variants des anomalies aberrantes d'expression, de splicing ou également d'expression monoallélique avec des fois un variant qui peut donner les différents types. Et donc au total, donc on a vu qu'il y a ces avancées technologiques sur le plan génomique, mais avec un certain nombre de VSI, on en a parlé, il faut avoir des tests fonctionnels et comment on peut aller plus loin. Donc l'apport de la transcriptomique, c'est de pouvoir avoir justement une réponse par rapport possiblement à ces VSI, voire même donner un diagnostic quand on a un génome non conclusif. Mais les limites, je vous ai dit, c'est le tissu. Et dans les troubles du neurodéveloppement et les TDI, avoir accès au cerveau, ça n'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment la première limite. Après, il faut avoir aussi une intégrité des molécules d'ARN, c'est-à-dire qu'il faut avoir des ARN de bonne qualité. Et que, également, je vous ai dit, il faut des cohortes, et donc quid des profils qui peuvent être très variables dans les cohortes de contrôle, et également l'absence actuellement de cohortes appropriées pour les différents groupes démographiques. Et puis la question, c'est des stratégies futures. Quand est-ce qu'on passera de quelque chose de séquentiel à quelque chose d'intégré, toujours dans le cadre aussi des coûts au niveau de la santé. Et pour finir, j'ai mis une petite vidéo alors qui dure que 2 minutes. Alors vous avez les flashcodes ici, parce que normalement, celle qui parle de toutes les omiques, elle dure 16 minutes. C'est un travail qui a été fait en lien avec Ithaca et l'European Joint Programme Rare Disease et Dijon, où on a repris en fait à partir du petit film qui avait été fait sur l'apport du séquençage haut débit dans les maladies rares. Alors les mêmes comparaisons avec les recettes de cuisine et les gènes, et pour essayer d'expliquer de façon plus simple ce que c'est que la transcriptomique. En cas de besoin, pour que les instructions présentes sur la molécule d'ADN soient disponibles au niveau de la cellule, celui-ci doit d'abord être recopié en molécules que l'on appelle des ARN messagers ou transcrits. Il s'agit de photocopies des recettes qui seront ensuite utilisées en cuisine. La collection de transcrits provenant de gènes actifs peut varier selon le type de cellule ou de tissu et s'appelle le transcriptome. Chaque tissu ou cellule, assimilé à un restaurant, n'utilise qu'un sous-ensemble des recettes inscrites dans le livre. De plus, le processus transcriptionnel peut varier pour un même gène d'une cellule à l'autre et au cours du temps. Il permet l'utilisation d'une combinaison différente d'exons par gène, donc d'ingrédients de la liste. Ce processus est appelé épissage alternatif. Il définit des variations d'une même recette, avec par exemple un ingrédient non utilisé comme l'absence de jambon sur la pizza Regina servie dans un restaurant végétarien. L'analyse transcriptomique désigne les techniques d'analyse des ARN, c'est-à-dire des copies des recettes utilisées en cuisine et du niveau d'expression des gènes dans un tissu. Un contrôle destiné à déterminer si une recette disponible en cuisine est erronée ou trop souvent utilisée, par exemple. L'analyse du transcriptome peut permettre de confirmer l'implication d'une variation de signification incertaine lorsqu'elle est à l'origine d'une expression altérée ou d'une composition différente du transcrit d'un gène. Cette analyse peut aussi permettre de cibler une variation présente dans les parties non codantes.
Elle est couramment réalisée à partir d'ARN extrait d'un prélèvement sanguin ou de cellules de la peau. L'analyse du transcriptome est toujours plus informative à partir du tissu atteint, s'il est disponible. Le tissu de muscle, en cas de myopathie par exemple. Voilà, donc vous pouvez le retrouver. Il y a les autres types de omiques qui sont associés et découpés. Donc vous pouvez prendre par exemple que la protéomique ou que l'épigénomique si vous le souhaitez. Donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie l'ensemble de l'équipe du service de génétique du CHU d'Angers, les collaborateurs, les cliniciens et puis évidemment les familles. Merci.